Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. Exclusif. Le choc est total. À peine incarcéré depuis 48 heures, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, vit un véritable cauchemar derrière les barreaux. Le quotidien de celui qui a longtemps régné sur la scène politique française a basculé brutalement. Du confort doré, du 16e arrondissement de Paris, il est désormais enfermé dans une cellule de la prison de la Santé, dans le 14e. Et ce changement de décor s'est accompagné d'une réalité brutale. L'humiliation publique. Selon des images qui circulent depuis peu sur les réseaux, Nicolas Sarkozy aurait été la cible d'insultes répétées de la part d'autres détenus. La vidéo, filmée en pleine nuit, montre un prisonnier déchaîné, criant des injures à l'ancien chef de l'État, dont la silhouette se devine dans le couloir. Une scène choquante qui en dit long sur la tension et la violence de cet univers carcéral impitoyable. En dépit de la présence de 2 officiers de sécurité logés dans une cellule voisine pour assurer sa protection, l'ancien président reste une proie symbolique, une cible facile pour ceux qui voient en lui le visage du pouvoir déchu. Mais ce qui indigne le plus les Français, c'est la facilité avec laquelle ces images ont pu être tournées et diffusées. Comment un détenu a-t-il pu filmer tranquillement, téléphone à la main, au cœur d'un établissement censé être sécurisé? Les réactions ne se sont pas fait attendre. C'est scandaleux. Où sont les brouilleurs? Pourquoi la prison est-elle devenue un terrain de jeu pour les réseaux sociaux? S'insurgent les internautes. Ce nouvel épisode plonge encore un peu plus l'affaire Sarkozy dans un tourbillon de polémiques. Harcelé, exposé, insulté, Nicolas Sarkozy découvre un monde où son nom, autrefois synonyme de pouvoir, ne lui vaut désormais ni respect ni répit. La question reste brûlante. L'ancien président aura-t-il enfin droit à un peu de paix derrière les murs de la Santé? La tension monte d'heure en heure au sein de la prison de la Santé. Dans les couloirs étroits où résonnent les bruits métalliques et publics des portes, Nicolas Sarkozy vit désormais sous le regard pesant de ceux qui jadis auraient baissé les yeux devant lui. Aujourd'hui, ce sont des cris, des moqueries, des murmures hostiles qui l'accompagnent à chaque pas. « Eh le président, on fait moins le malin maintenant ?» lance un détenu derrière les barreaux, alors que d'autres filment la scène dans l'ombre, leur téléphone dissimulé sous les draps ou derrière les grilles. Le climat est électrique, presque irréel. On raconte qu'une altercation verbale aurait failli dégénérer lorsqu'un prisonnier, ivre de rage et de ressentiment, aurait tenté d'approcher trop près la cellule de l'ancien chef d'État. Les surveillants, en sous-effectif, peinent à contenir la situation. Malgré la présence constante des 2 officiers chargés de la sécurité personnelle de Sarkozy, la tension ne cesse d'augmenter. Le moindre bruit, le moindre rire devient suspect. La peur s'installe, silencieuse, mais palpable. Dans cette atmosphère étouffante, l'ancien président garde le visage fermé, conscient que chaque geste, chaque parole peut être interprétée, enregistrée, diffusée. L'humiliation publique est devenue quotidienne. Sur les réseaux sociaux, la vidéo fait le tour du pays en quelques heures. Les commentaires explosent. Certains expriment leur dégoût face à la violence morale infligée. D'autres, au contraire, y voient une forme de justice populaire. Le nom de Sarkozy envahit les fils d'actualité, accompagné d'images granuleuses, de cris, de confusion. À Paris, à Nice, à Marseille, on ne parle que de ça. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi un ancien président se retrouve-t-il exposé ainsi? Les débats enflamment les plateaux télé, les éditorialistes s'interrogent sur l'état du système carcéral français, sur la symbolique d'un pouvoir à genoux. Dans sa cellule, Nicolas Sarkozy, lui, ne parle pas.
Les nuits sont longues, rythmées par les éclats de voix et les bruits de clés. Il ne dort presque plus, guettant le moindre signe de provocation. À la lumière blafarde du néon, il mesure l'ampleur du gouffre qui le sépare de sa vie d'avant. Chaque minute semble une éternité. Chaque bruit de pas résonne comme une menace. Et dans ce silence tendu, la rumeur enfle. D'autres vidéos existeraient, encore plus explicites, prêtes à éclater sur la toile. Depuis son arrivée à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy vit sous un régime de surveillance exceptionnel, presque étouffant. 2 agents pénitentiaires, affectés exclusivement à sa sécurité, se relaient jour et nuit, postés devant sa cellule, épiant le moindre mouvement, la moindre agitation. Une caméra supplémentaire a même été installée dans le couloir, pointée en permanence vers la porte blindée de l'ancien président. Ce dispositif inédit, digne d'un détenu à haut risque, a provoqué un véritable tollé parmi les surveillants. Le syndicat UFAP-UNSA Justice a dénoncé une folie sécuritaire, une insulte au professionnalisme du personnel pénitentiaire, soulignant que jamais un prisonnier n'avait bénéficié d'une telle attention. Dans les rangs, la colère gronde. Certains agents parlent d'un 2 poids, 2 mesures. D'autres évoquent un climat de méfiance permanent, comme si la prison entière tournait autour d'un seul homme. Et pourtant, malgré cette bulle de protection, le quotidien de Sarkozy n'a rien d'un privilège. Les jours passent, rythmés par les contrôles incessants, les regards pesants et ce sentiment de claustration totale. 3 fois par semaine, il a droit à des parloirs. Carla Bruni, fidèle et discrète, s'est déjà rendue auprès de lui, son visage fermé, dissimulant à peine la tension et l'émotion. Les retrouvailles ont duré moins d'1 heure, sous l'œil vigilant des gardiens et des caméras. Un simple geste de la main, un regard, puis le silence. Tout est chronométré, contrôlé, calculé. Entre 2 visites, Nicolas Sarkozy reçoit ses avocats. Là, derrière la vitre sécurisée, se jouent des discussions intenses, presque fiévreuses. L'ancien président prépare sa demande de mise en liberté, cherchant la faille, l'argument décisif, le moindre espoir de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. Les dossiers s'empilent, les consultations se succèdent, et chaque échange semble une bataille. Pendant ce temps dehors, le monde continue de s'agiter, les médias spéculent, les critiques se multiplient, à l'intérieur, le temps s'étire, implacable, et la tension atteint son paroxysme. Sa première nuit à la prison de la Santé a été un véritable calvaire. Loin du silence feutré des résidences présidentielles, Nicolas Sarkozy a découvert le vacarme oppressant d'un monde où le sommeil est un luxe. Dès la tombée de la nuit, les cris ont commencé à fuser d'un couloir à l'autre. Des insultes, des rires moqueurs, des bruits de métal, des claquements de portes. « Oh Sarko, la shit à ta mère, réveille-toi !» hurle un détenu dans l'obscurité, suivi par d'autres qui reprennent en chœur comme un écho malsain résonnant dans les murs humides du bâtiment. Le tumulte s'intensifie, rythmé par les coups portés contre les barreaux et les éclats de voix rauques. Impossible de fermer l'œil. L'ancien président, allongé sur sa couchette étroite, serre les poings, le regard fixé au plafond. Dans cet univers où le respect se gagne par la peur, sa simple présence devient une provocation. Les gardiens, alertés, tentent d'intervenir, mais l'agitation se répand comme une traînée de poudre. Quelques prisonniers filment la scène depuis leur cellule, téléphone portable à la main, immortalisant l'humiliation d'un homme autrefois intouchable. Les vidéos, tournées à la hâte, circulent déjà sous le manteau, prêtes à se retrouver sur la toile au petit matin. Pourtant, la loi est claire. Aucun détenu ne devrait posséder un appareil de ce type, mais à la Santé,
comme dans beaucoup d'autres établissements, les règles sont plus théoriques que réelles. Malgré les fouilles régulières, les appareils passent, se vendent, s'échangent. Les surveillants le savent, les syndicats le dénoncent, mais le phénomène semble impossible à enrayer. Pour Nicolas Sarkozy, cette première nuit marque un tournant brutal. Le pouvoir, l'influence, la protection, tout s'est effondré en quelques heures. À présent, il doit composer avec la peur, l'humiliation, la promiscuité. Et dans ce chaos nocturne, il comprend que le temps ne lui appartient plus. Chaque minute passée derrière ces murs semble vouloir lui rappeler une seule chose. Ici, il n'est plus président, il est simplement un détenu parmi les autres. Bien avant les barreaux et les humiliations, Nicolas Sarkozy fut l'un des visages les plus puissants et les plus médiatisés de la France contemporaine. Sa carrière politique, marquée par une ascension fulgurante, avait tout d'une épopée. Dès ses débuts à Neuilly-sur-Seine, où il devient maire à seulement 28 ans, il s'impose par son énergie, son audace et sa manière directe, parfois brutale, de bousculer les codes. C'est ce tempérament volcanique qui le propulse sur le devant de la scène nationale. En 2002, alors ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, il devient la figure de la fermeté républicaine, celle qui ne recule pas devant les affrontements médiatiques ni devant la rue. Ses discours sur la sécurité, sa promesse de nettoyer les cités au Kärcher, marquent les esprits et divisent la société, mais le propulsent aussi comme un symbole de détermination. L'année 2007 restera celle de son apothéose. Face à Ségolène Royal, il triomphe au second tour de la présidentielle et devient le 6e président de la veuve République. Les caméras le suivent partout. Chaque mot, chaque geste est analysé, commenté, transformé en événement. Son style hyperactif, son goût du pouvoir, sa manière d'incarner la fonction comme un combat permanent fascine autant qu'elle dérange. Derrière lui, une France polarisée, admirée par certains pour son énergie et sa clarté, détestée par d'autres pour son arrogance supposée. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas qu'un homme d'action, il est aussi un homme d'image et de mots. Ses livres, notamment Témoignages 2006 et Passion 2019, dévoilent une autre facette, celle d'un homme obsédé par le destin, la loyauté et la revanche. Dans Le temps des tempêtes, 2020, il livre un récit vibrant de ses années à l'Élysée, entre triomphes et trahisons, offrant une plongée rare dans les coulisses du pouvoir. Ses ouvrages, traduits et commentés dans le monde entier, façonnent sa légende et nourrissent ce mythe d'un homme incapable de rester dans l'ombre, même lorsque tout semble perdu. À travers chaque page, on sent poindre la fierté, la blessure, la nostalgie d'un règne où il tenait encore la France dans le creux de sa main. Avant d'être ce président dont le nom résonne dans chaque foyer de France, Nicolas Sarkozy a connu une enfance marquée par le manque, la fierté blessée et la volonté de s'en sortir coûte que coûte. Né le 28 janvier 1955 à Paris, il grandit dans une famille d'immigrés où le rêve français se mêle à la désillusion. Son père, Pál Sarkozy, aristocrate hongrois, réfugié politique, a fui la Hongrie communiste après la guerre. Sa mère, André Malá, issue d'une lignée de médecins juifs séfarades, élève ses enfants dans une rigueur presque militaire. Mais très tôt, le foyer éclate. Le père abandonne le domicile familial, laissant André seul, avec 3 garçons et un sentiment d'amertume profonde. Nicolas, encore enfant, vit cette trahison comme une blessure intime. Il en gardera une rage silencieuse, celle de ne jamais dépendre de personne, de ne jamais être humilié. À Neuilly-sur-Seine, où il grandit dans un environnement social privilégié mais sans fortune, il se sent différent, presque étranger.
Les autres enfants partent en vacances, portent des vêtements de marque, lui travaille pour s'acheter ses premiers habits. Ce décalage social nourrit en lui une détermination farouche. À l'école, il compense ses lacunes par un tempérament combatif. Déjà, il parle fort, contredit les professeurs, veut exister. Ses camarades le trouvent trop sûr de lui, mais Nicolas avance, mordu par cette certitude qu'il devra conquérir sa place, non la recevoir. Les années passent et l'adolescent devient un jeune homme obsédé par la réussite. Tandis que d'autres rêvent de musique ou d'aventure, lui rêve de tribunes, de discours, de pouvoir. À 17 ans, il découvre le gaullisme, cette idée d'un destin individuel lié à celui de la nation. Ce jour-là, dit-il plus tard, il a trouvé son chemin. Derrière ses lunettes d'étudiant en droit, il cache déjà la fébrilité de celui qui veut marquer l'histoire. Pendant que ses amis fréquentent les cafés du quartier latin, lui écume les réunions politiques, s'impose, débat, fascine par son aplomb, mais sa réussite ne s'est pas bâtie sans souffrance. Les soirées, dans l'appartement exigu de sa mère, les disputes familiales, la fierté de ne jamais demander d'aide ont façonné en lui un besoin viscéral de reconnaissance. Ceux qui l'ont connu à cette époque racontent un garçon nerveux, pressé, incapable de se reposer, toujours en mouvement, toujours prêt à prouver qu'il vaut mieux que l'image du petit immigré hongrois. Cette douleur d'enfant rejeté, Nicolas Sarkozy la transformera en moteur. « Je n'ai jamais supporté l'humiliation », confiera-t-il plus tard dans un entretien. « C'est ce qui m'a fait avancer. » De ce passé rugueux, il tirera une énergie presque surhumaine, une volonté de dominer les circonstances, d'imposer sa voix là où personne ne l'attend. Chaque victoire politique, chaque discours tonitruant, chaque affrontement médiatique portera en lui la trace de cet enfant qui voulait simplement être vu, entendu, respecté. Dans le regard de cet adolescent seul face au monde, se dessinait déjà la silhouette d'un futur chef d'État, prêt à tout pour ne plus jamais se sentir impuissant. Et c'est dans ce combat intime, entre blessure et ambition, que s'est forgée la personnalité complexe, brillante et explosive de Nicolas Sarkozy. Un homme que la vie n'a jamais épargné, mais qui, dès ses premières années, avait appris à ne jamais plier. Derrière le costume impeccable du chef d'État et les projecteurs des caméras, Nicolas Sarkozy a toujours eu une vie personnelle dense, parfois tourmentée, où l'amour, la famille et le besoin de stabilité se sont affrontés en silence. Son existence intime ressemble à une succession de chapitres où se mêlent passion, rupture et renaissance. Marié 3 fois, père de 4 enfants, il n'a jamais vraiment su séparer le pouvoir du cœur. Sa première union, avec Marie-Dominique Culioli, sa compagne de jeunesse, lui donne 2 fils, Pierre et Jean. À l'époque, Sarkozy n'est encore qu'un jeune avocat ambitieux, happé par la politique naissante. Tandis que ses ambitions grandissent, son couple s'effrite. Marie-Dominique supporte mal les absences, les campagnes électorales et cette fièvre du pouvoir qui semble dévorer son mari. Le divorce est douloureux, mais Nicolas ne s'attarde pas. Déjà, une nouvelle femme entre dans sa vie, Cecilia Siganer Albéniz, la nièce du grand compositeur espagnol Isaac Albéniz. Avec elle, tout change. Cecilia devient son double, sa confidente, son bras droit. Ensemble, ils traversent les épreuves politiques et médiatiques, affrontant les tempêtes avec une complicité presque théâtrale. En 1997, naît leur fils Louis. Mais la passion s'épuise à mesure que la notoriété grandit. Lorsque Sarkozy entre à l'Élysée en 2007, leur relation se fissure irrémédiablement. Quelques mois plus tard,
Cecilia quitte le palais présidentiel et la France découvre, abasourdie, un président fraîchement élu, déjà séparé. C'est alors que surgit comme un coup de théâtre Carla Bruni. Chanteuse, mannequin, femme libre au charme magnétique, elle bouleverse la vie du président solitaire. Leur rencontre, d'abord secrète, puis officialisée sous les flashs des photographes, prend des allures de roman. En février 2008, à peine 3 mois après leur première apparition publique, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni se marient à l'Élysée dans une cérémonie intime. De leur union naît en 2011 une petite fille, Giulia, symbole d'une nouvelle ère plus douce, plus apaisée. Le couple s'installe dans la discrétion entre Paris et leur résidence du Cap-Nègre, un lieu cher au cœur de Carla, niché face à la Méditerranée. Là-bas, loin des micros et des polémiques, Sarkozy se laisse parfois aller à la simplicité. Promenades en bord de mer, déjeuners en famille, rires avec sa fille. Giulia, espiègle et vive, est devenue la lumière de ces années d'après-pouvoir. Mais même dans ce cadre idyllique, l'agitation ne le quitte jamais tout à fait. Il reçoit des amis politiques, relit ses notes, suit l'actualité avec la même intensité. Dans leur maison entourée de pain et de silence, Carla compose, écrit, chante, tandis que Nicolas tourne encore les pages de ses mémoires. Leur complicité, souvent moquée, a résisté au temps et aux tempêtes judiciaires. Carla reste la figure apaisante, celle qui, d'un regard, parvient à tempérer l'homme d'action, toujours prêt à en découdre. Aujourd'hui encore, leur foyer demeure un sanctuaire discret, partagé entre art et politique, entre douceur et vigilance. Derrière les murs de leur demeure, loin des cris de la prison et des feux de l'actualité, subsiste ce lien fragile et indestructible, celui d'un couple qui a tout connu. Le pouvoir, la gloire, la déchéance, et qui malgré tout continue de se tenir debout, ensemble, face au tumulte du monde. De ses origines modestes à son ascension jusqu'au sommet de l'État, la vie de Nicolas Sarkozy a tout d'un roman haletant. Né à Paris le 28 janvier 1955, il grandit dans un foyer où se mêlent 2 héritages puissants. Celui d'un père hongrois, réfugié politique et aristocrate déchu, et celui d'une mère issue d'une famille juive séfarade de Thessalonique. Cet héritage double forge très tôt chez lui un sentiment d'altérité et un besoin viscéral de reconnaissance. Élève moyen, mais déterminé, il s'accroche, convaincu que sa volonté sera plus forte que le destin. Après un parcours en droit à l'université Paris X Nanterre, il prête serment comme avocat avant de se lancer corps et âme dans la politique. C'est à Neuilly-sur-Seine que tout commence. À seulement 28 ans, il devient le plus jeune maire de France pour une commune de cette importance. Là, son style énergique et son franc-parler séduisent autant qu'ils dérangent. Il se forge la réputation d'un homme pressé, redoutable en débat, capable d'affronter sans trembler les figures les plus établies du parti gaulliste. Ministre du Budget en 1993, ministre de l'Intérieur en 2002, puis ministre de l'Économie en 2004, il gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Son ambition est évidente, assumée, presque provocatrice. En 2007, son rêve se réalise. Nicolas Sarkozy devient le 6e président de la VE République française. Pendant 5 ans, il incarne un pouvoir hyperactif, direct, sans filtre. Ses réformes sur la sécurité, la retraite, la fiscalité ou encore la politique étrangère marquent profondément la société française. Sa proximité avec les grands patrons, son mariage spectaculaire avec Carla Bruni, ses gestes impulsifs et ses phrases devenues cultes, « casse-toi pauvre con », nourrissent une image à la fois fascinante
et controversé. Charismatique, explosif, il domine la scène politique, divise l'opinion, mais ne laisse jamais indifférent. Après sa défaite en 2012, face à François Hollande, Sarkozy s'éloigne sans jamais disparaître. Il écrit, donne des conférences et tente un retour en 2016, espérant reprendre les rênes du pays. Mais les scandales et les affaires judiciaires s'accumulent, entachant peu à peu son héritage. De la gloire à la chute, son parcours reflète la trajectoire d'un homme habité par la soif de puissance, incapable de rester dans l'ombre. Derrière chaque discours, chaque apparition, se lit cette lutte permanente contre le temps, contre l'oubli. Aujourd'hui encore, Nicolas Sarkozy reste une figure incontournable de la vie politique française. Ses mots résonnent, son nom provoque, son image hante la mémoire collective. Il demeure ce paradoxe vivant. L'enfant d'immigré, devenu président, l'homme d'État, devenu prévenu, celui qui a fasciné une génération et qui, même derrière les murs d'une cellule, continue d'attirer tous les regards. Dans cette histoire bouleversante, au-delà des polémiques et des jugements, il y a un homme qui a connu la gloire, l'amour, la puissance, et qui aujourd'hui traverse la solitude, l'humiliation, la perte. Nicolas Sarkozy, derrière son image d'ancien président, reste avant tout un être humain, avec ses failles, ses douleurs et ses regrets. Peu importe ce que l'on pense de lui, impossible de rester insensible face à cette descente brutale, face à ce regard marqué par le poids du passé. Ce destin, c'est aussi celui de la fragilité humaine, de la chute après les sommets, de la dignité mise à l'épreuve. Et si, pour une fois, nous laissions de côté les jugements pour regarder l'homme derrière le symbole, l'homme qui a aimé, qui a combattu, qui a tout donné pour un pays qu'il voulait servir à sa manière. Derrière les murs de la prison, il y a peut-être un cœur qui se remet en question, un père qui pense à sa fille, un mari qui espère encore des jours meilleurs. Offrons-lui au moins un peu de compassion, un peu d'humanité. Si vous aussi, vous pensez que chacun mérite une seconde chance, que même les plus puissants ont droit à la compréhension et au respect, montrez-le, laissez un like, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette histoire bouleversante et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des récits humains, profonds et émouvants que nous vous racontons chaque jour. Ensemble, faisons vivre la bienveillance même dans les moments les plus sombres.